La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui met des piles dans les sous-bocs. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, un One A Club exceptionnel dans lequel nous allons parler de bandes dessinées de tous les horizons, d'une bande dessinée qui parle de Japon mais qui est française, d'une bande dessinée qui est japonaise mais qui parle de problèmes qui arrivent aussi en France, enfin bref, tout un bordel. Je suis One A Pied, à mes côtés il y a Tizak, salut Ti. Bonsoir. Voilà, nous avons Guillaume, salut Guillaume. Salut tout le monde. Et Thio, hello Thio. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'était timide le bonsoir. Voilà, et puis bonjour, peut-être que les gens nous écoutent le matin en allant travailler. C'est vrai, bonjour et bonne route à vous. Pardon. C'est une soirée de deuil. Donc, nous allons parler des Dames de Kimoto, des 2 tomes de The Dreaming, de Betty Hunter, le tome 1, et de En proie au silence, le tome 1, et on reviendra sur les thématiques de Sandman The Dreaming en parlant de la série Netflix The Sandman. On va jeter un petit œil là-dessus. Un bon épisode pour dormir. Oui, c'est ça, c'est l'épisode de fin d'enregistrement. Et en même temps, j'ai envie de dire, on parle du rêve. Mais ouais, on vend du rêve. On vend du rêve. Ou pas. Allez, et c'est parti pour le rêve. Avec Les Dames de Kimoto, un scénario de Cyril Bonin d'après Sawako Ariyoshi, et c'est Cyril Bonin qui est au dessin et à la couleur. C'est chez Sarbacane pour 19,90 €. J'irais même plus de Sawaka Ariyoshi. Mais bon, c'est un détail. Après, son frère. Voilà, comme quoi je me suis planté. Comme personne ne fait japonais en première langue, c'est pas grave. Donc, nous allons suivre plusieurs personnages, les Dames de Kimoto. Qui sont ces dames? Et ce sont des générations en fait de femmes. On va commencer avec Anna, qui se rend au temple de Jizon, au mont Koya, avec sa grand-mère Toyomo. Et c'est un moment important parce qu'Anna va se marier avec l'homme qu'elle n'a pas choisi. C'est l'homme qui a été choisi par sa famille. Mais bon, Anna a quand même bénéficié des mêmes avantages que son frère aîné, qui deviendra donc le chef de famille, puisqu'elle a suivi des études poussées. C'est donc une femme qui est lettrée, qui est intelligente. Pour sa petite fille belle et intelligente, justement, la grand-mère, Toyomo, voulait un mari absolument sans égal dans tout le pays. Et au moment du choix du mari, c'est Toyomo qui a décidé, c'est la grand-mère qui s'est imposée face au choix de son fils, qui était donc le chef de famille et qui voulait choisir, elle a choisi le fils Matani au détriment du fils Suda, qui était une famille beaucoup plus prestigieuse, etc. Mais elle a fait valoir une croyance ancestrale, une tradition qu'il fallait absolument respecter, à savoir suivre le courant du fleuve Ki, et la mariée ne devait absolument pas remonter le courant du fleuve pour rejoindre la maison de son nouveau mari. Bref, tout ça pour dire qu'on navigue, c'est le cas de le dire, sur des eaux ancestrales et sur des grandes traditions, avec des femmes qui essayent quand même de mener leur barque à bon port. Anna, donc, cette jeune femme qui vient de se marier a été éduquée dans la tradition, dans les arts ménagers, et surtout ce fameux silence, cette soumission de l'épouse japonaise. Elle aura 2 enfants, dont une fille, Fumio, qui était aussi élevée très classiquement, mais qui, elle, à l'inverse, va se montrer beaucoup plus rebelle, elle va montrer beaucoup plus de force de caractère, et elle aura une forte envie d'être en rébellion contre tous ces principes, toutes ces traditions ancestrales, notamment le choix du mari, mais pas que. Elle refuse cette soumission, elle rejette la tradition, et donc les tensions avec le reste de sa famille sont assez prononcées. Elle aussi, finalement, se mariera, elle aussi aura une fille, qui s'appelle Anako et qui, elle, aura une fâcheuse tendance à vouloir revenir vers les traditions prônées par sa grand-mère. Et donc, cette Anako va essayer de faire le trait d'union entre traditionnalité, voire même traditionnalisme et modernisme. On va donc suivre tous ces petits récits narrés, dessinés par Cyril Bonin. Cyril Bonin qu'on connaît pour Amorostasia, notamment pour Stella. Et là, il adapte en bande dessinée Les Dames de Kimoto, qui sont à la base un roman publié en 1959, donc avant-hier. On est dans l'actualité. Suggéré par ta femme, donc. Tu venais de mettre. Eh bien non, pardon. Pardon, tu venais de mettre. Mon genou venait de naître.
Et c'est toujours... Bon, on va pas revenir à chaque fois sur cette difficulté d'adapter des romans en bande dessinée, mais là, on y est de manière assez prononcée, puisque on est sur un vieux roman japonais traditionnel. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être évident pour vendre ça 70 ans plus tard ou 60 ans plus tard. Donc il faut faire absolument des choix narratifs pour condenser le récit, le rendre un petit peu plus vivant et un petit peu plus attractif, tout en gardant quand même cette part de traditionnalité et cette lenteur inhérente à tout ça. Le récit se focalise principalement sur la relation entre Anna et sa fille, Fumio. On peut supposer que le roman prend beaucoup plus de temps que tout ça. Et il oppose donc ces deux visions du Japon, ces deux visions de la féminité dans un Japon très traditionnel. Les décès, les événements de la vie vont faire évoluer un petit peu les positions des uns et des autres. Et le point commun de tout ça va rester quand même dans chacune des péripéties traversées, un retour aux sources, un retour au temple de Gison notamment, demander l'aide de la religion ou des ancêtres. Donc ça reste quand même très ancré là-dedans et même les désirs de modernisme vont quand même faire appel à tout ça. L'environnement graphique de l'album est absolument superbe, la colorisation est absolument superbe, le dessin est absolument superbe. Personnellement, j'ai passé un très bon moment à la lecture de cette BD. Ça ne m'a pas appris des choses transcendantes, mais ça a été bien raconté, bien mis en valeur. Et ces questions-là, qui parlent du Japon, sont finalement toujours d'actualité, y compris en France. On pourrait transposer les traditions du temple de Gison avec la religion, quelle qu'elle soit, et dans les moments un peu plus difficiles, un retour vers les valeurs un peu plus familiales ou un petit peu plus traditionnelles. La place de la femme, c'est une question plus que centrale dans tout ça. Ça a du mal à avancer. C'est ce que je pourrais en retenir dans la présentation de ce livre-là. Ça a du mal à avancer. Toujours est-il que j'ai passé un très bon moment et je ne peux lui aussi que vous le conseiller. Pierrick n'a pas l'air tout à fait du même avis. On parlait il y a 2 émissions des Étoiles Septième à l'aube où je disais que graphiquement je n'étais pas convaincu, mais la narration était fantastique. Et là, graphiquement, je suis vachement convaincu. Mais alors la narration, qu'est-ce que c'est lourd! Qu'est-ce que c'est lourd! Le mec, il a fait le choix pour t'adapter à un roman, de prendre des récitatifs qui en peuvent plus au niveau de la taille et de mettre des images pour les illustrer dessous. Non, mais il y a des choix pour adapter du roman qui peuvent être vachement mieux que ça. Non, là, j'avais l'impression de lire des extraits de romans, en fait, qui s'enchaînaient. Et je me suis dit, mais c'est plus une BD. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, elle sort une édition illustrée du bouquin original. Je sais pas. Voilà, donc là, le dessin de Cyril Bonin est fantastique. Dans ce qu'il écrit lui-même, j'aimais beaucoup ce rapport qu'il faisait entre le fantastique, l'histoire d'amour, et avec un rythme qui en général, était plutôt efficace. Là... ouais, voilà, tu vois, tu viens de tomber sur peut-être les deux planches contemplatives du truc, mais sinon, il y a de la voix off non-stop, ça s'arrête jamais, ça laisse aucune place à la réflexion et à l'observation. Presque tout est dit, tout est montré, enfin même pas montré en fait. On est sur des tonnes de gros plans. Non, j'ai pas trouvé que c'était Enfin, j'ai pas lu le bouquin original, mais je trouve que ça donne l'impression que c'est pas une bonne adaptation parce que un roman illustré aurait été mieux. Voilà, c'est mon point de vue. Écoute, j'arrive après le Pélican. Gérard Holtz, vas-y. Écoute, je vais peut-être pas pouvoir non plus le sauver, tu vois. Donc, les Dames de Kimoto... C'était beau. C'était très beau. Ça partait bien. Ça partait bien, mais alors par contre, c'est vrai que c'est long et c'est bavard. C'est vraiment très, très, très bavard. Alors, bon, de là à dire que je ne rejoindrai pas la main gauche là, qui est un peu gênante quand même, parce que ça va un peu loin. Pas en public, s'il te plaît. Voilà, parce que je trouve ça un peu violent quand même ce qu'il a dit, mais... C'était trop long. C'est trop long et c'est trop bavard. C'est très bien fait, mais c'est trop long et trop bavard. Donc je pense que oui, effectivement, il y a peut-être eu un juste milieu à trouver entre reprendre le texte peut-être presque intégral et peut-être essayer de le réduire légèrement pour gagner un peu en dynamisme. Parce que ça a été déjà bien réduit. Peut-être. Alors... mais quand même, voilà. C'est une très bonne histoire. Après, c'est vrai que c'est très plaisant à regarder.
Après, il y a quand même beaucoup de textes. Alors, moi, j'aurais pas dit long, j'aurais dit lent. C'est plus une question de rythme, à mon sens. Mais Et c'est moi, vraiment ça m'a. dynamisme. Mais moi, ça m'a pas gêné parce que ça va avec le récit, en fait. Le récit est pas fait pour être dynamique ni rien. On raconte un Japon, on raconte une saga familiale. Donc, enfin, moi, le rythme, pourtant, je suis pas du genre à aimer les trucs trop lents, justement, mais pour moi, le rythme va avec le récit, donc ça ne m'a pas gêné. Moi, je l'ai trouvé. Je vais aller du côté de ma main gauche, donc je l'ai trouvé pas mal. J'ai passé un bon moment et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et justement, tu parlais de la position de la femme. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle s'estime pas lésée en fait. C'est une discussion qu'elle a avec sa fille à un moment donné où elle explique, qu'elle n'a pas avec sa fille justement, mais où elle aimerait bien lui expliquer. C'est pas que sa petite fille, justement, qu'elle a une discussion là-dessus. Si, mais en parlant de sa fille justement, et juste, elle fait le parallèle avec le fait que souvent les mères sont en conflit avec leur fille et pas avec leur petite fille, parce que la rébellion, on se rebelle contre sa mère en général, et du coup, forcément, ça saute une génération. D'où le fait qu'elle s'entendait très bien avec sa grand-mère aussi. Mais justement, elle explique à un moment donné que elle n'a pas son rôle à elle, son but à elle, c'était de faire valoir son nom, sa famille, pour ses enfants, etc. Et de ce point de vue-là, elle n'a pas eu l'impression de se soumettre. Et effectivement, quand tu regardes, les hommes avaient une position très claire dans la société, et les femmes beaucoup moins, et pourtant c'était elle qui faisait tout tourner, quoi. Donc, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon bouquin, je l'ai beaucoup apprécié, et je rejoindrai l'équipe à la librairie en le conseillant souvent. D'accord. Moi, je rejoins exactement ce que disait Guillaume. C'est pas un moi, je suis pas à défaut gauche, de. Regarde, c'est ma main droite. C'est exactement ça. C'est pas. C'est un choix de lenteur, je pense, de l'œuvre originelle déjà, et de l'ambiance dans laquelle ça fonctionne. Tu vois, ça ne peut que coller du coup à cette ambiance et au récit. Après, effectivement, je suis d'accord, ça reste relativement bavard. Et le point, à mon sens, essentiel, mais vous répondez l'un l'autre avec deux arguments qui se soutiennent l'un l'autre, ça n'évoque pas plus de questionnements que ça, mais en même temps, le personnage est content de sa situation et arrive à composer avec sa situation. Ouais, Et ça, voilà, Tu c'est... peux être que d'accord avec moi, Thierry. Ce bouquin-là, il a fallu un peu diluer les textes en doublant la pagination, et il aurait été beaucoup mieux. Voilà. Alors Tu là- peux que être d'accord avec moi, Thierry. Là, pour le coup, tu Alors- vois, je suis pas sûr, parce que justement, un bouquin lent et long, ça c'est chiant. Là où je peux te rejoindre, c'est que s'il y a plus de pages, bon, voilà, on va pas revenir sur le débat de la page, mais en plus, il y a 2 fois plus de dessins de Cyril Bonin, là, effectivement, je peux plus soyer. C'était donc Les Dames de Kimoto de Cyril Bonin, d'après Sawaka Ariyoshi, chez Non, Sarbacane. non, pour... Sawako. Sawako Ariyoshi. C'est Wako ou Waka? C'est Wako. Ah, c'est Wako. Ah, c'est Wako. Ah, Tu bah m'as pourquoi t'as repris- écrit Waka? Non, j'ai Il écrit Wako. C'est toi qui me reprends et qui dit des conneries, en fait. Waka. Ah. Bon, chez Sarbacane bah pour oui, parce que moi 19 euros. j'avais Sawaka. 90. Ben, parce que tu sais pas taper. Mais non, c'est que j'avais pas de livre, alors je suis allé chercher sur internet, et sur internet, il y avait marqué Bienvenue dans Sawaka. le monde des Ça rêves. sert. C'est une retranscription, c'est pas évident. Mais non, du coup, c'est son frère et son sœur. Nous allons parler de Sandman the Dreaming, numéro 1 et numéro Non, 2. tu dis pas qui Sandman, forment- s'il te plaît. Non, c'est juste The Dreaming. Non, non, c'est Sandman the Non, Dreaming, non, c'est le titre non, mais c'est officiel. The Dreaming, il n'y a pas Sandman. Numéro 1 et 2. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Chez Urban Comics. Ah, pour- ne le coupe pas. Ne le coupe Enfin, pas, quoi, c'est Mathieu, vexant. hein, on ne coupe pas les gens, monsieur. D'habitude, j'attends au moins que tu aies dit le nom des auteurs pour te couper. Là, tu m'as même pas laissé finir le titre, quoi. Non, si tu le coupes avant qu'il commence, vraiment, ça se voit. 24 €, c'est scénarisé par Simon Spurrier. Et c'est En même dessiné temps, il fait exprès de retarder le moment où il par- parle des auteurs. Bilkis Evely et plein d'autres. Parce Et que- colorisé bah- par Matt Lopez et d'autres. Mais attends, comment ça, plein d'autres? Je veux dire, ils ont participé, ils ont mis Ouais. de même dedans. Ouais, mais ils sont pleins. Tu et cites même j'ai pas eu leur la- nom. Non, Non, pas j'ai de la même nom, flemme s'il de- te plaît. Ah bah, je suis un peu... Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage pour eux, quand même. Ouais, je sais. Autant Bon, de bah, travail pour même pas les citer. Je vais en citer quelques-uns. Dream, le maître des rêves, a disparu de son royaume
et des phénomènes étranges commencent à se produire. Ces sujets, que ce soit Lucien, le bibliothécaire, Cain et Abel, la première victime et le premier assassin, et de nombreux autres rêves et cauchemars tentent de trouver ce qui est arrivé à leur maître, tout en gérant le chaos ambiant. Et si c'était lié à Dora, cette jeune et rebelle créature des rêves qui ressent la faim, ce qui est assez étrange quand on est un rêve, et qui ne peut pas dormir. Bizarre. Non, justement, c'est une des seules qui dort. Oui, c'est ça, oui, elle dort, pardon. Je savais qu'il y a un truc, mais je me suis planté. Je l'ai lu il y a longtemps. Bref. Non, mais tu vois, regarde, j'ai pas voulu le couper. Tu vois, pas... Non, mais toi, mais- voilà. Non, mais il m'a est-ce coupé- il m'a est-ce que coupé tu sens que comme toi, il il t'a agressé? Non. Moi, oui. Voilà. Prendre la suite d'une BD à succès qu'à 30 ans, c'est pas évident, même avec l'aval de Les l'auteur. vampes. Simon Spurrier, il tente de s'accaparer cet univers, et il le fait avec succès, en mêlant comme son prédécesseur horreur, humour, mystère, drame, menace cosmologique. Mais une BD peut-elle se permettre d'être bavarde en 2020 comme elle l'était en 1990 C'est Demandez une à Cyril question- Bonin. C'est une question intéressante. Au niveau du dessin, on retrouve de nombreux dessinateurs et c'est un des défauts qui nuit vachement à la continuité. Je pensais que c'était une époque que le succès avait révolu, parce que les derniers arcs de Sandman étaient faits par un seul illustrateur ou par plusieurs, mais ça avait du sens car c'était des histoires séparées. Et ça m'a un peu désolé à ce niveau-là. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait un suivi au niveau graphique. Bilkis Evely s'en sort à merveille. Il a un trait vif, des cadrages, des constructions qui sont bien pensées. Mais il souffre parfois de la comparaison avec le travail de ceux qui font les fill-in, ceux qui remplissent les trous quand il n'y est pas là, parce qu'il va sans doute trop lentement ou je ne sais quoi. Notamment, je pense à Marguerite Sauvage, qui a un trait qui déchire, qui est certes beaucoup plus classique, donc moins original et peut-être moins adapté, même j'aurais envie de dire, à la série, mais qui a quand même une maîtrise vachement plus bluffante que celle de Bilkis Evely. Pour donner un exemple. Moi, j'ai vraiment replongé avec plaisir dans le monde des rêves et j'ai suivi avidement l'intrigue. J'y ai pris un grand plaisir. Mais malgré la qualité technique, plus dans les normes de 2020 que de 90, je suis pas sûr de retenir des scènes et des images qui m'ont autant marqué que celles de la série originale. J'y reviendrai quand je ferai l'œil sur tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en se concentrant sur le royaume, Spurrier, il a oublié que le rêve n'existe pas sans l'humain, ce qui est quand même un des thèmes de la bande dessinée originale, et que malheureusement, même si l'humain est au cœur de la résolution de l'intrigue, il manque de présence tout au long de ce développement, et c'est un petit peu dommage. En tant que fan, j'ai vraiment adoré cette reprise. J'ai trouvé que ça respectait bien les choses, mais ça manque de... Pas de talent, parce qu'il y en a, ça manque peut-être du génie d'un Gaiman pour en faire une œuvre inoubliable. Alors, Thio, tu peux y aller, descends cette bande dessinée. Je vais faire mon office, comme un bourreau. The Dreaming, c'est pas Sandman. Donc, du coup, il n'y a pas Sandman. Donc, tu retrouves quasiment que les personnages secondaires de Sandman. Et dans une histoire qui est quand même très, 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 très barrée, quoi. C'est quand même ultra compliqué à lire, surtout si tu te rappelles pas trop de Sandman, où tu as lu ça il y a quand même pas mal de temps. Donc, The Dreaming, j'ai lu le premier tome, je suis à la moitié du deuxième, et franchement, il faut que je me mette des coups de pied au cul pour le lire. Donc, bon, voilà. À conseiller peut-être vraiment aux fans hardcore de Sandman. Sinon, je pense vraiment passer votre chemin et revenez sur les premiers Sandman. Ce sera vraiment mieux. Parce qu'au moins, je trouve qu'il y a un fil conducteur et une accessibilité sur les histoires qui n'est pas du tout dans The Dreaming. Voilà, maintenant, c'est mon avis. Je reviendrai pas sur le tome 3 parce que je pense que si je me refarcis encore 300 pages sur tous les personnages secondaires avec d'autres trucs, je pense que je vais vraiment finir par faire une indigestion. Voilà. Quelqu'un le fera sans doute. Tu as commencé, toi? Je l'ai commencé et comme Mathieu m'avait dit que ça lui était tombé des mains, j'avais préparé une petite armure, des airbags, tout ça. Peut-être parce que je me suis préparé à l'impact, je l'ai moins mal vécu. Mais effectivement, c'est quand même très barré. C'est très bavard. Faut s'accrocher à chaque page pour pas perdre le fil, pour bien comprendre ce qu'on nous raconte. Il y a des allers-retours sans cesse. Enfin, c'est dense et très riche. Ouais. Ouais, mais il y a un moment où, comme un repas copieux, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et moi qui aime les gros bouquins, quand même, on est sur... voilà. Enfin, il y a du people, hein. Voilà, j'ai pas le nombre de pages parce que voilà, mais Randall a raison, il pèse combien ? C'est exactement ça. Donc
quand c'est dense et riche comme ça, quand tu le lis en fascicule, sans aucun problème, quand tu dois t'enfiler 300 pages, c'est pas la même histoire. Voilà. Et je pense que l'une des problématiques premières, elle est peut-être là. La deuxième problématique, je rejoins complètement Mathieu, et c'est ce qui, on en parlera tout à l'heure sur la série Netflix, personnellement m'embête un petit peu, c'est que c'est Sandman, mais c'est sans Sandman. Et voilà, enfin, il y a un moment où, je sais pas, quand tu vas voir un film avec où c'est estampillé tel héros, t'as quand même envie de le voir dans le film, quoi. C'est pas censé être dans l'univers de. Et là, c'est un petit peu ce qui m'embête, c'est que ce sont les personnages, alors secondaires, mais très importants, qui sont autour de lui, qui sont sa cour première, qui font le fond de commerce et qui font le fond de sauce de l'histoire. Et bon, voilà, ça m'enquiquine un petit peu. En tout cas, sur ce que j'en ai lu, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que c'est pas comme ça sur l'intégralité des 2 tomes, et de la suite d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, sur ce que j'ai pu en lire, voilà, ça fait beaucoup de choses à digérer et pas forcément facilement. Oui, non, mais après, je comprends que ce soit très plus axé peut-être sur les fans. Enfin, moi, je voulais, voilà, j'avais cette curiosité, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tant que fan. Et quand je l'ai lu, t'étais à côté. C'est la première question que je me suis posée, c'est est-ce que si t'es pas aussi accroché, tu peux marcher? Toi, tu l'as pas lu, hein, Guillaume? Alors, si, moi, j'ai lu le 1 aussi, là, je l'ai fini en plusieurs fois. Et alors, je rejoindrai pas Thierry sur un truc, c'est que non, tu peux pas lire ça en fascicule, c'est pas possible, parce que j'ai déjà eu du mal à comprendre le début de l'histoire en le lisant d'une traite. Je suis d'accord, t'as raison. Je lis ça en fascicule, moi j'y arrive pas en fait, je vais rien comprendre, parce que même en ayant lu le bouquin en une fois, là, j'ai pas tout compris. Mais le chapitre, quoi. Je peux comprendre, pareil, je rejoindrai pas Thierry sur le fait qu'on peut faire un bouquin sur l'absence du héros, éventuellement, même si on peut débattre de là-dessus longtemps. Moi, ce qui me gêne, c'est que tu le lis, ça se veut philosophique, ça se veut soulever tout un tas de questions, et en fait, je trouve ça inutilement compliqué, en fait. Ça m'a perdu très rapidement. Il y a juste, je sais plus trop quel chapitre, là, quand enfin on commence à avoir un début d'explication sur l'absence de Sandman, justement, où tu te dis bon, ok, et en fait quand ça commence à aller dans un mode un petit peu plus aventureux, où il commence à démêler un petit peu les trucs, où tu commences à réussir à suivre un peu l'histoire finalement, où tu dis bon, alors finalement qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2, peut-être que ça va m'intéresser de savoir comment il s'en dépatouille, mais voilà, je vois et je sens toutes les tentatives d'allégorie, de figures de style, de questionnement, de réflexion, etc. Mais je trouve ça beaucoup trop compliqué, quoi. Je pense que ça aurait pu être fait de façon plus habile et surtout plus accessible, en fait. J'ai trouvé ça un peu hermétique et je trouve ça dommage. D'accord. Sachez que le tome 3 qui va sortir quand même est une autre série en fait, par d'autres auteurs, et qui va s'attacher plutôt... non mais c'est juste parce que je vais l'acheter quoi qu'il arrive. Ils sont juste 37 cette fois-ci. Non, c'est un autre scénariste, un seul dessinateur je crois pour le coup, qui va s'intéresser à Dream justement, qui va essayer de forger le meilleur cauchemar. Et donc on va le voir en train d'essayer de construire le meilleur cauchemar, c'est la thématique, et qui ira peut-être plus dans les attentes que vous avez par rapport à la série originale. Faut voir. Après, c'est un pari de DC qu'il a eu à l'époque. Ça a mis du temps à être traduit. C'est sorti il y a quelques années chez DC. Il voulait ressortir l'univers étendu de Sandman, qui avait déjà été un peu développé avec la série Lucifer, qui avait très adapté en série télé, très librement. Voilà, avec il y avait d'autres histoires liées à des personnages secondaires qui avaient déjà été Book of Magic par exemple, ce genre de choses là, qui avaient eu un petit succès à l'époque. Ils ont essayé de relancer cet univers étendu, sachant que Vertigo, le label qui hébergeait Sandman, n'existe plus. Je crois pas que ça a été une réussite. T'as pas demandé le coup de cœur ? Non, parce que même pour moi, je le mettrais pas. Donc, Ah oui, même toi ? Ah non. Ça pêche trop de la comparaison avec le prédécesseur. Après, l'avantage que ça a, tu as arrêté le truc, mais heureusement, graphiquement parlant, heureusement, c'est au goût du jour. Parce que là, tu m'as repassé le premier Sandman. Ça vieillit. Faut sortir les lunettes pour les jours d'éclipse. Parce que c'était des gens très très bons, mais qui n'avaient pas de temps. Prends Sam Kiss. On passe la suite. Bon, bref, la suite, c'est de nous donner des sous. Non, toujours. Ouais, toujours. Il faut toujours nous donner des sous.
C'est important. Quand tu vois le prix Parce des que bouquins du Dreaming, c'est nous, bon, quoi. nous, on est Ah comme bah. nous, on est comme les gens, comme les grandes sociétés. On aime l'argent. Parce que l'argent, c'est cool, parce que ça permet de s'acheter des livres, ça permet de s'acheter des Les bières. grandes entreprises, c'est pas Ça tout à permet, fait facile. ça permet de faire vivre Guillaume. Les oasis. Voilà, des oasis. Alors qu'on pourrait avoir du Oasis Gold, qui est l'oasis vachement plus classe. Tu vois. Puisqu'on aime l'argent, tout ça, rassurez-vous, on est encore loin des super profits, donc on ne sera pas taxé. Donc tout l'argent que vous donnez, on le récupère. Pour l'instant, on est grave loin. Et pas vu taxé. qu'apparemment Guillaume était dans sa compta il y a peu de temps, il a vraiment besoin qu'on lui donne de l'argent pour qu'on lui achète des livres. Donc s'il vous plaît, soutenez-nous. Il y a tipeee.com/La Voix des Bulles. Ou alors si vous cliquez sur les vignettes sur le site lavoixdesbulles.fr des bandes dessinées, ça vous amène sur un lien vers le site Bubble qui vous permet d'acheter directement chez eux ou de vous commander chez votre libraire pas loin de chez vous. C'est encore mieux, BD. ça. Bah oui, c'est encore mieux. Définitivement, c'est bien ça, hein, Ouais, Guillaume. c'est quand même une très bonne chose. Oh, oui, non, c'est bon. Voilà, c'était juste pour dire ça. Maintenant, on va continuer à parler de BD, parce que la BD, c'est bien, achetez-en. Betty Hunter, le tome 1, par Aurélien Ducoudray au scénario, Marc Lechuga au dessin et Delphes à la couleur. C'est chez Comics Bureau, un des labels de Glénat, et c'est à 15,50 €. Qui c'est qui chronique? Je crois que c'est moi. Ah, c'est Ah, toi? moi, C'est moi. C'est toi? Ah, c'est moi. On fait vite? Bah, je vais faire ça le pitch. Alors, donc, c'est l'histoire d'une chasseuse de primes qui cherche des primes et qui un jour va chercher une prime et qui ça va mal se passer. Papa, ça c'est du Pitch Express. Pitch Express. Pitch Express. Elle déprime ou pas? Elle déprime ou pas? Bah, Azertov sort de ce corps. Oui, parce qu'en fait. Parce qu'en fait, elle trouve que les crêtes sont pas assez, il n'y a pas assez de récompenses, tout ça, donc elle est un peu triste. Donc on va suivre donc en fait Betty. Donc Betty est une chasseuse de primes qui est suivie avec son acolyte Harvey, qui est un ordinateur qui lui sert un peu de bibliothèque, qui fait un peu tout. porte les valises aussi. Il porte les valises, il fait le café, mais un super café. Hein. Il est gringo, il est super bon, le café. Et donc elle s'embarque sur une nouvelle chasse pour retrouver la sœur de Madame Skarsgård. Skarsgård. Ouais, là, les noms suédois, c'est chaud, quoi. Je suis désolé, mais bon, chacun a son truc. Hein. Il y en a pour qui c'est l'anglais, donc c'est le suédois. Perdue sur le Minaria Prime. Elle s'est enfoncée dans un nouveau et profond bourbier. Mais voilà, ça va être donc du coup une sorte de space opéra assez survolté. Ça va être très dynamique, ça va partir dans tous les sens. La couve est assez splendide et explique bien comment est-ce que les combats sont faits. Avec ce qui tombe sous la main, parce qu'on a un gros gun, mais on peut aussi se démerder avec le bras d'un androïde qui passait par là. Donc C'est ça. Voilà, ça passerait. Moi, j'ai commencé par vous parler par le dessin donc, de Marc Lechuga. Je l'ai trouvé un peu déstabilisant au début. J'étais un peu surprised. Puis finalement, j'ai trouvé que ça créait vraiment une bonne petite ambiance, quoi. Un truc assez humoristique, assez très, très dynamique au moment des fights. Mais c'est plutôt, voilà, c'est le scénario qui m'a plus marqué finalement, parce qu'on se retrouve avec un Aurélien Ducoudray qui est quand même qui propose une histoire qui est un petit peu loin de ce qu'il nous fait d'habitude, je trouve, mais l'histoire se tient et au final on se retrouve avec à suivre cette chasseuse de primes qui est finalement la minorité qui se fait démonter par tout le monde, parce que visiblement être raciste envers les terriens, c'est de bon ton dans l'univers entier. Ouais, c'est-à-dire qu'ils l'ont bien mérité quand même. Non, mais je dis pas qu'ils l'ont pas mérité, je te dis juste que c'est quand même un truc que tu vis à chaque fois. Dès qu'elle croise un mec, elle se fait défoncer juste parce qu'elle est terrienne en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est un... alors non, elle n'est pas née sur Terre. Oui, Non, elle n'est c'est- pas terrienne. oui, mais elle est terrienne Ouais, mais en quand même. orbite. Quand même. Elle est née en orbite, c'est pas une... Non, mais voilà, elle est même pas terrienne, quoi. Elle n'est pas née sur Terre. La justice est d'autant plus forte. Voilà, donc du coup, par contre, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve avec, même si c'est un scénario qui est un petit peu différent, je trouve, pour Ducoudray, c'est qu'on se retrouve toujours avec le même personnage et surtout des personnages qui sont toujours attachants. Pourquoi tu rigoles? Non, mais il y en a certains, il faut les détacher de là où elle les a plantés à un moment donné. Aussi, mais bon, voilà. C'est vraiment très très chouette à lire. En plus, une femme tome, mais qui m'a laissé une sorte de waouh, je veux la suite. Donc pour moi, comme on disait tout à l'heure, hein, quand tu finis un tome et que tu arrives à la fin et que tu dis putain, je veux la suite, c'est que c'était pas mal. Il y a un tome 2 de prévu. Après, en plus, vous avez aussi, alors dedans, vous avez aussi un truc sur Lechuga aussi où il raconte, je sais pas si tout est vrai dans ce qui est dit dans
Oui, il y a beaucoup de trucs, tu sais pas si c'est vrai. Ouais, tu sais pas si c'est vrai, quoi. C'est un peu tordu. Voilà, non, vraiment une super découverte, un vrai petit bonheur, quoi. Et je sais plus si j'ai lu sur internet ou. Tu as dû le lire sur internet parce qu'il y a, de mémoire, il n'y a rien. Je viens de le lire. Donc à la fin, il n'y a que des espèces d'affiches. De fiches de wanted. perso. Mais Si, il y a quelques crayonnés, ce genre de choses. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça. Où on retrouve quand même même si c'est en toile de fond, on retrouve les sujets sociaux que du Coudray aime bien mettre en valeur, tu vois. Même si c'est vraiment la toile de fond, on est dans du truc d'action décérébrée, on sent qu'il y a peut-être une petite critique sociétale qui va arriver sur la résolution sur la fin, mais c'est un tome 1 d'une méga efficacité. Et ouais, moi j'ai adoré. J'ai bien aimé le traitement des couleurs un peu à l'ancienne, qui fait plus penser à ce qu'on pouvait avoir dans du Métal Hurlant, tu vois, avec des aplats très marqués. Cette volonté de faire une sorte de BD pour Métal Hurlant, en fait. On est dans ces thématiques-là. Et je me suis régalé. moi, je me suis régalé sur le rythme, je me suis régalé sur le scénario, je me suis régalé sur la forme, avec les petits moments où elle fait une petite explication, puisqu'elle a passé sa thèse sur différents types d'animaux et le coût des vers et des parasites et des machins. J'ai trouvé ça juste génialissime. Le mal. D'autant qu'elle n'a même pas eu sa thèse. Et d'autant qu'elle n'a même pas eu. Elle n'a pas eu, elle peut pas l'avoir, elle est terrienne. C'est pas possible. Mais Et non, elle n'est pas terrienne. Elle n'est pas terrienne. Ah, mais lui vivant, jamais elle aurait fait. Moi, vivant. Ouais, je pense que ça a dû rappeler des souvenirs à certains. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Au niveau déstabilisation, un petit peu le dessin, beaucoup la couleur. Moi, la palette de couleurs qui est utilisée, avec certains verts, certains jaunes, il y a un côté un peu cacaburk, quoi. Tu vois, c'est une palette et un choix de couleurs qui est un petit peu... C'est un peu punk. Ah, c'est totalement volontaire. Ouais. Ouais, mais ça, punk... ça pourrait faire penser à du Tank Girl. Oui, ce que j'allais dire, il y a un C'est côté ça. Tangirl dans le ton. Et après, voilà, ça colle parfaitement bien à l'ambiance, ça colle parfaitement bien à l'univers. Hein. Mais juste au début, c'est un petit peu déstabilisant parce que la couverture n'est pas dans cette colorimétrie-là. Et ça, c'est presque. C'est pas très Il n'est éloigné. pas, Non, il est c'est pas plus bonbon pop. sucé, mais c'est rose quand même. Hein. Oui, mais bien sûr, mais c'est pop. Alors qu'à l'intérieur, les jaunes et les verts sont des verts cacadois, des jaunes cacapoussins. Voilà, c'est caca, quoi. Ça fait caca jaune les poussins. C'est caca vert jaune. Pour en avoir eu dans ma classe, oui. Je sais. Donc bref, toujours est-il que c'est une franche réussite. Comme l'a dit Pierrick, ce n'est qu'un tome 1. Il y a une tonne de choses dans ce tome 1. Il y a une vraie histoire, on pose les caractéristiques d'un univers, on pose les caractéristiques d'un personnage et on pose des relations entre personnages. Et on termine sur un climax. Enfin, ce n'est qu'un tome 1. C'est un putain de tome 1. Alors pour reprendre ce que disait un certain Thio il y a 2 émissions de ça, est-ce qu'il faut attendre un tome 2 pour mettre un coup de cœur ? Je ne sais pas. Moi, sur ce tome 1, j'aimerais bien le mettre. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a des tomes 1 qui méritent des coups de cœur, parce qu'ils ne méritent pas d'attente. Voilà. Mais toi, tu le mettras pas, le coup de cœur, c'est ça ? Mais moi, c'est moi qui l'ai choisi, donc moi je dis que je le mets. Non, mais tu peux choisir de la merde des fois aussi. Bon, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Guillaume, Ouais, allez-y, battez-vous. Non, mais tu l'as pas lu, toi. Moi, je compte les points, ça va. eh ben voilà, un coup non. de cœur. C'est parti. Un coup de cœur pour Betty Hunter. Betty Hunter. Donc, de Aurélien Ducoudray, Marc Lechuga et Delphes. Nous allons parler de la bande dessinée sur le consentement de Naomi. Car c'est comme ça qu'elle nous a été présentée. Naomi est une libraire qui travaille dans la librairie de Guillaume. Et au début, j'ai cru que c'était vraiment le titre parce que je connaissais pas encore le nom de Naomi. Je savais pas que c'était son prénom, tu vois. Je la connaissais pas bien. Et donc, j'ai découvert que non, ça s'appelle En proie au silence. C'est de Akane Torikai chez Akata à 8,05 €. Soyons précis sur les prix. Voilà. Et ça ne parle pas du mauvais comportement C'est de à cause de Guillaume la avec guerre ses en employés. Ukraine. Ça. Non, mais non, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de témoin. Donc, on t'écoute, Guillaume. Alors, donc, la bande dessinée sur le consentement de Naomi est en fait un manga. Ça s'appelle effectivement En proie au silence. Et donc, c'est une... Alors, à noter, pour une série de mangas, c'est une série courte, puisque c'est fini au tome 8. Pour avoir lu l'ensemble, c'est plutôt bien rythmé, plutôt bien raconté. Et donc, voilà, on va suivre en fait... alors, toujours mon problème des prénoms. C'est affreux. Misuzu. Voilà, Misuzu, c'est le personnage que vous voyez en couverture. Elle est enseignante dans un lycée. Et en fait,
c'est une personne introvertie, pas sûre d'elle, qui a un gros problème d'identité, qui a de gros problèmes avec l'acceptation de son corps, etc., etc. Et pour cause, en fait, ça fait des années qu'elle est violée par le petit ami de sa meilleure amie. D'ailleurs, voilà. Mais tout le débat est là. C'est à quel moment c'est du viol, à quel moment ça ne l'est pas, à quel moment elle accepte, à quel moment elle accepte pas. Comment cet homme-là, qui la violente, clairement, perçoit ou pas le fait qu'il la violente. Enfin, c'est très compliqué de vous le pitcher. C'est juste que voilà, elle est cassée. Dans le premier sens du terme, elle est cassée parce que elle a été violée et du coup elle est traumatisée, elle ne s'accepte plus. Et un événement avec un de ses élèves va faire que elle va tomber à bras raccourcis sur cet élève parce que c'est un garçon et que comme c'est un garçon, c'est lui qui impose sa loi aux femmes et c'est donc lui le méchant. Sauf qu'en fait, finalement, pas nécessairement, puisque lui aussi il est cassé. Et donc cette rencontre va entre guillemets aider les deux à se reconstruire et finalement à démêler tout le vrai du faux de ces histoires et tout le problème du consentement. Et alors c'est facile pour moi de dire ça parce que je l'ai pas vécu, mais ça a l'air criant de vérité, ça a l'air très bien traité parce que on met tout le discours en relief, c'est-à-dire que on passe par l'écœurement de ce violeur en série. On finit par se dire ouais, mais en même temps, elle dit pas vraiment non. À quel moment tu arrives à dire non quand tu es complètement choqué et terrifié, que tu n'arrives plus à bouger et que tu es pétrifié. Tout ça met énormément de relief sur tout un tas de questionnements qu'on peut avoir d'un point de vue extérieur. La plupart du temps, ces questionnements, vu qu'ils sont extérieurs, ils sont naïfs. Et on se rend compte qu'en fait, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est fait avec tact, avec délicatesse, avec pertinence et en même temps avec suffisamment de véracité et de crédibilité. Ça reste cru. Ouais, il y a de la violence quand même. Oui, mais clairement oui. Mais voilà, du début à la fin, on navigue en eau trouble et alors je m'attache souvent aux personnages dans les histoires et j'accorde souvent de l'importance aux personnages pour voir si je reste dans les histoires, surtout sur les mangas, puisque c'est des histoires longues, donc si t'aimes pas les personnages, voilà. Et là, du début à la fin, en fait, tu essayes d'apprendre à les connaître et d'apprendre à les comprendre. Et le problème, finalement, c'est pas de savoir si tu les apprécies ou pas, c'est de savoir si tu arrives à comprendre. Sur le gong, joli. Oui, non, je suis resté moi sur le cul en le lisant. Ça part en douceur, puis d'un coup, tu vas avoir quelques scènes choc où tu t'en prends, mais un retournement dans les dents. Donc nous, on a vu que le tome 1. Je suis très curieux de la suite, même si c'est parfois tellement dur à lire sur le ressenti de ces personnages que je me demande si j'ai vraiment envie. J'ai envie de me voiler la face et de ne pas voir ce genre de choses. Je ne saurais dire. Mais c'est d'une putain d'efficacité. Voilà. Je vais dans ce sens-là. Thio Quand tu le lis, il y a quand même un petit sentiment de malaise sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de scènes. Après, il y a quand même aussi j'ai eu beaucoup d'empathie en fait pour les deux, autant pour le garçon que pour la fille, moi dans le tome 1. Oui. Ce qui est que tu finis le tome 1 et donc c'est la scène où tu l'as déjà dit, quoi, tu as un petit peu la confrontation entre les deux. Et j'étais un peu décontenancé en fait par la réaction qu'elle a, elle, quand son élève lui explique ce qui lui arrive. J'ai trouvé vraiment pas du tout à l'écoute en fait de ce qu'il lui dit. Mais parce que elle est en train de... elle vit de l'autre côté. Elle le vit de l'autre côté et finalement elle veut lui faire payer à lui ce qu'elle a vécu elle en fait. Et c'est...
Je trouve que le bouquin est très fort parce qu'en fait, c'est pas tant ce qu'il te montre qui va te faire réfléchir, comme c'est tout le débat que tu vas avoir après l'avoir lu. En fait. Parce que moi, j'ai beaucoup plus, finalement, ça venait plus de réflexion après que dans la lecture elle-même. Mais on sent que les tomes d'après Après, je sais pas, les tomes d'après. vont traiter de cette relation-là et du fait de la réaction qu'elle a eue elle aussi. Ben, en fait, les tomes d'après vont plus loin parce que la relation donc, entre Misuzu et son élève va rester au centre du problème, mais il va développer son ami, il va développer son violeur, il va développer des personnages annexes autour du violeur. Et il va soulever tout un tas de questions parce que, on se dit souvent, nous les premiers, si tu vois quelqu'un violer une femme dans la rue, tu vas t'interposer. Mais en vrai, est-ce qu'on le ferait vraiment ? Est-ce qu'on serait vraiment capable de le faire ? Est-ce qu'on le ferait à bon escient ? Parce qu'il y a ça aussi. Et surtout, est-ce qu'on serait capable de déceler qu'il s'agit d'un viol ? C'est toutes ces questions-là qui soulèvent derrière, et c'est vraiment efficace, c'est redoutable. Après, moi, pour moi, ça vaut le coup d'être lu jusqu'au bout, pas parce que je les vends, mais mais quand même un peu quoi. Non, mais parce que vraiment, il développe tous les sujets, corollaires de ce qu'elle vit dans le premier tome. Il développe tous les sujets corollaires. C'est-à-dire qu'il il va pas s'arrêter à elle, bien sûr. Il va mettre en scène une autre femme qui est dans la même situation et dont une amie va essayer de l'aider. Mais quand elle va se retrouver confrontée au mec, ça a beau être une femme forte. C'est tu vois, c'est comment tu réagis face à la folie. Je crois que c'est une autrice. Voilà, japonais, j'ai du mal, mais... pour moi, pour tout ça, et c'est vrai qu'il est malaisant, mais alors après, pour en avoir lu d'autres vachement plus malaisants, il est pas malaisant dans le mauvais sens du terme, il est malaisant parce qu'il t'amène vraiment à te poser des questions, et des questions que t'as pas l'habitude de te poser, en tout cas pas de cette façon. Moi, c'est ça qui m'a plu en fait dans ce bouquin, c'est qu'il ne donne pas de réponse, il n'est pas là pour montrer du doigt et être très dans l'espèce de pédagogie négative du tu vois, c'est ce que la jante féminine subit, voilà, tu vois, c'est ce que la jante masculine fait subir, et non, en fait il pose des questions, il pose des questions sur tout le monde et dans toutes les attitudes des victimes, des bourreaux, des personnes qui sont dans l'entourage, et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec ce bouquin, c'est que le bouquin, on le lit en l'espace, j'en sais rien moi, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Par contre, il y a 25 heures de débat autour. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça qui est fort dans ce bouquin. Avec un personnage central qui peut apparaître très fadasse au démarrage, elle se révèle être un révélateur, et le petit liquide magique qui va faire poser toutes les questions sur ce qui se passe et sur la façon dont la société, de manière générale, perçoit la femme, là en l'occurrence, ou les femmes, mais aussi perçoit les hommes, qui peuvent se positionner de façon tout autant bourreau que victime dans certaines situations. Et le petit Nizuma, si je ne me trompe pas sur le prénom, en est un bel exemple, et c'est vraiment l'exemple type du questionnement ambigu. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien foutu. Donc voilà, pour moi, je sais pas si j'irai jusqu'au bout des 8 tomes, mais rien que ce premier tome est déjà très, très, très intéressant, et voilà, met en lumière beaucoup, beaucoup de questionnements qui sont les prémices à des changements possibles, sans pour autant être un bouquin donneur de leçons. Un point qui est très important, je pense pour tout lecteur, c'est que j'ai été surpris de ne pas avoir cette société japonaise que nous dépeignent souvent les mangas, justement, très caricaturale, sur les relations dans les salles de cours, les relations avec les profs, etc. Ça reste très... on pourrait le recoller avec une société, on va dire, européenne, pas occidentale, vraiment. On est vraiment dans un côté, je trouve, on peut trouver des équivalents très très proches, je pense, en Europe. Et c'est quelque chose qui ne
n'a pas tant d'aspects japonisants que ça, en fait, je trouve. Moi, je trouve que ça va au-delà de ça. C'est pas du 100% japonais tellement typique qu'il en devient intransposable. C'est transposable, mais avec quand même pas mal d'adaptations. Enfin, je veux dire, la perception et le poids de l'âge dans la relation. Nizuma, quand il est victime d'une femme qui est beaucoup plus âgée que lui et qui n'ose pas... Enfin, on est là, pour le coup, au Japon, dans une relation liée à l'âge, pas tant liée à la fonction de patron à employé. Si ça avait été européanisé, on aurait plus insisté sur cette relation-là et pas sur la relation d'âge. Je pense que la relation d'âge peut avoir une même importance. Je sais pas. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Et le personnage central reste quand même ultra japonais dans son attitude, dans sa façon d'être introverti, d'être la femme soumise qui doit rien dire. L'attitude qu'elle a en salle des maîtres avec les autres hommes, je trouve que c'est assez flagrant. Pour moi, ça reste quand même très japonais. Ah, je suis pas d'accord. Donc du coup, en fait, finalement, on est tous d'accord, c'est que ça laisse poser le débat en fait qui vient après la lecture est finalement encore plus important que ce qu'on a lu. Mais c'est vraiment, je pense, un bouquin qui est super intéressant. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu as quelques petites scènes. Merci de me faire du pied. C'était un petit. J'ai vu tes chaussures. Voilà. Est-ce que tu as son consentement pour ça? Voilà. Mais je pense que c'est dommage qu'il y ait quelques petites scènes parce que je pense que c'est un bouquin qui serait super important à justement sur le consentement à montrer, on va dire, voilà, à des ados un peu grands, voire préadultes, quoi. Mais même pas si grand que ça. Et oui, mais le problème, c'est que tu as quelques scènes. Mais il y a quelques pages qu'il faudrait supprimer. Les quelques pages de boule qu'il y a, ça fait que c'est au mieux lycée. C'est hors sujet collège. Ouais. Oui. Et non, mais c'est ça qui est dommage, parce que je trouve qu'il amène vraiment des questionnements qui sont super intéressants. Parce que tu as même aussi le questionnement de l'image. Quand l'autre la prend en photo, tu peux avoir vraiment des tas de trucs. Et je pense que voilà, c'est... J'essaierai peut-être de le lire, mais c'est vrai qu'il faut être en forme. Moi, la question qui se pose, c'est est-ce que ça mérite un coup de cœur? Parce qu'on en parle beaucoup, on est en train de se lancer dans un grand débat là-dessus, et j'ai l'impression qu'on a tous été suffisamment marqués par cet album, même si on n'a pas fini la série, pour que ça soulève cette histoire du coup de cœur. Voilà, Putain, ça en ferait 2 dans les Surtout, c'est 2 coups de cœur sur les tomes 1. Ouais. Wow. Je dis, c'est chaud, parce que d'habitude, la révolution est en marche. C'est pas contre toi, en fait. Moi, j'attends la fin du cycle, normalement. Je ne me mettrai pas contre le coup de cœur, puisque j'aime beaucoup la série. Par contre, étrangement, je vais faire l'avocat du diable. Je pense que ça serait plus pertinent que vous ayez lu l'intégralité de la série, pour vraiment mettre le coup de cœur à la série et pas au tome 1. D'accord. Eh ben... Parce que j'ai pas pu vous spoiler tout ça, mais pour le coup la série dans son ensemble est vraiment pertinente et intéressante et soulève encore plus de débats que simplement le tome 1. Je pense que tu dis le chat parce que Randall a dit Guillaume il est doublement gagnant si on donne des sous le fourbe. Donc... C'est bien Randall, t'as tout compris. Mais je nierai ce que je viens de dire. Oui, il y a un quart d'heure, il t'a percé un jour. Mais toi. Bon, c'est En proie au silence de Akane Torikai chez Akata pour 8,05 €. Tous les tomes sont au même prix? Oui. Un œil sur. Donc, x8. Sandman. 64,40 €. La série Netflix. Sandman est une série pour laquelle, en bande dessinée, j'ai un attachement très particulier. Alors, sachez que lorsque j'ai... Oh non, on va y aller. Non. On te laisse les clés. Juste la série Sandman Netflix. On ne parle de rien d'autre. Tu fermeras. Les gars, si vous avez une question pour lui, que vous avez du temps, dites juste un mot-clé, Daredevil. Allez, bonne soirée. Non, sachant que quand j'ai appris qu'il allait y avoir une adaptation, forcément, je me suis fait dessus parce que une adaptation, souvent, c'est de la merde, en fait. Et je me suis dit, ça va être tout pourrave du cul. Et puis, quand j'ai vu que Neil Gaiman était quand même vachement impliqué dedans, quand j'ai appris qu'il avait torpillé un projet d'adaptation en film qui avait été fait avant, en mettant le scénario sur Internet pour que des gens le lisent avant et disent que c'était tout pourri pour que le film se fasse pas, il a fait ça. Voilà. Je me suis dit, peut-être que quand même... Il a de bons avocats. Peut-être quand même, Neil Gaiman, il a mis en douce. Neil Gaiman, il va essayer de s'arranger que son projet fonctionne. Le casting, je n'étais pas forcément convaincu, mais j'avais vu quelques images qui étaient vraiment les images que j'avais en tête de la BD. La BD, je l'ai lue il y a très longtemps, et j'ai trouvé que c'était une adaptation qui me faisait retrouver tous les sentiments que j'avais eus en lisant cette BD, même si, et je pense qu'il faut relire la BD pour s'en rendre compte, il y a un degré d'adaptation assez grand
Parfois, les dialogues sont vraiment repris tels quels. Parfois, les images ressemblent comme 2 gouttes d'eau au plan de la bande dessinée. Mais toutes les références à l'univers DC Comics avec les super-héros qu'il y avait dans la BD originale ont été complètement éradiquées. Quelques références à des personnages importants ont été réadaptés, genre John Constantine qui devient Johanna Constantine, même si les deux existent. Des personnages qui sont aussi des personnages de la BD, genre John Dee, qui est un super vilain dans les BD de DC. Là, le point n'est pas du tout traité. Des personnages ont été féminisés, des personnages ont été colorisés. Bref, il y a eu plein de choix qui sont totalement pertinents avec notre époque. Et qui ne dénature à aucun moment le propos. Les problématiques temporelles, la BD d'origine se passe en 89, ont été résolues même dans les intrigues qui jouaient sur le fait que tous les 100 ans il se passe un truc et que donc il aurait dû se passer un truc en 1989. Voilà. Tout a été réglé à la perfection tout en mettant plein d'amorces pour annoncer la suite, parce que là pour le coup il connaît la suite. Donc on attendait avec impatience une saison 2, et puis ils se sont dit hey, on fait 2 épisodes bonus, ça fait cette superbe histoire qui, pour résumer rapidement, nous raconte l'histoire de Dream, le seigneur des rêves, qui se retrouve emprisonné par des occultistes dans les années 20 parce qu'ils veulent emprisonner la mort, mais ils se sont plantés, ils ont invoqué son frère sans faire exprès. Et lui se retrouve emprisonné pendant 70 ans. C'est plus de 70 ans c'est 80, bah non, parce que c'est en 2020 maintenant. Donc voilà. Pendant presque 100 ans, pendant 100 ans, c'est 70 ans dans la BD, c'est 100 ans dans la série. Donc se retrouve emprisonné pendant 100 ans avant de réussir à se libérer et retrouver son royaume dans un état de merde, retrouver les objets qui contiennent son pouvoir et qui ont été dispatchés à travers les univers, et ensuite retrouver les créatures de son royaume qui sont échappées. Ça, c'est la base du tome des 2 premiers arcs en BD qui ont été superbement adaptés en série télé. J'ai passé un très bon moment. Si vous êtes curieux et que si vous avez déjà vu la série, je vous recommande fortement d'aller écouter le podcast Hommage Collatéral, où ils ont fait un épisode spécial sur Neil Gaiman, et où ils ont fait un épisode spécial bis pour revenir sur ce qu'il avait fait entre l'enregistrement du premier épisode, et ils reviennent sur chaque épisode de la série un par un. Avec une analyse, une critique, dont certains analystes très très balèzes, genre, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien de Arkham Comics. Mais il était très très fort. Voilà. Non, c'était l'ancien libraire d'Arkham Comics qui est traducteur à l'heure actuelle, c'est Philippe, je sais plus comment. C'est qui le plus fort? Voilà. C'est Philippe. Non, c'est Ross. Oui, il est fort. Oui, il est fort. Bref, moi c'est une série que j'ai adorée, que je ne saurais que vous recommander, et pour vous dire à quel point c'est bien, je crois que je suis pas le seul à avoir aimé. C'est une quinoton. Hein? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Sans être un fan de la première heure de Sandman comme Pierrick. C'est une franche réussite. Le casting fonctionne divinement bien. Les musiques fonctionnent divinement bien. La réalisation, le cadrage, voilà. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lenteur. Enfin, il n'y a quand même pas une action de dingue dans plein de moments. Et pour autant, on ne ressent pas de longueur, on s'ennuie absolument à aucun moment. On n'a qu'une envie, au contraire, même, je te dirais, c'est qu'on en ait même plus. Alors, je lui ferai un défaut, qui est un petit peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les 4 premiers épisodes, grosso modo, se centrent sur Sandman et sur la récupération de ses artefacts de pouvoir. Les 4 épisodes suivants parlent de l'univers familial, des personnages principaux bis ou secondaires plus. C'est un reproche que vous n'avez pas relevé dans votre critique de The Dreaming, parce qu'il tenait la route. Mais dans The Sandman, il y a beaucoup d'arcs où ce Sandman n'est pas là. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que ça respecte le bouquin. Les bouquins, il n'empêche que c'est quand même très dommage d'avoir une fois de plus une série qui s'appelle Sandman et où il n'y a pas Sandman. C'est un petit peu, imaginez une série avec 8 épisodes sur Batman et où on a 4 épisodes avec Batman, 4 épisodes sans Batman. Imaginez une série qui s'appelle Boba Fett et où on a en fait les meilleurs épisodes où il n'y a pas Boba Fett. Donc quelque part ça peut être bien.
Ben non, justement. c'est ce Le qu'on Corinthien, Ben, tu vois, il remplit son Eh ben, jeu, il quoi. aurait fallu une série The Corinthian, quoi, tu vois. Parce qu'elle est pas mal, hein. Mais Le ça aurait été personnage, grave intéressant, tu vois. Donc voilà. il y avait C'est- juste un reproche dans dans la série. On voit pas assez bien quand il enlève ses lunettes, ses yeux, par rapport à la BD. Oui, C'est- ils insistent pas effectivement sur cet aspect. Qui est bien flippant dans la BD. En lisant le Dreaming que tu m'as passé, ça, du coup, c'était assez flagrant. Maintenant, voilà, les autres personnages, les autres frères et sœurs qui tournent autour sont extrêmement bien castés, les univers sont bien retranscrits, On les a les pas tous ambiances sont extrêmement bien retranscrites. Enfin, vraiment, c'est une franche réussite. C'est une franche réussite à mon sens. Ça se voit et ça se revoit. Je veux dire, c'est quand même, c'est un peu comme The Witcher pour moi. Je l'ai déjà vu peut-être 3 fois, The Witcher. C'est une série qui m'a beaucoup plu, on retrouve encore des petites subtilités, des petites richesses. Je te dis pas que c'est la série de l'année. Non, mais Je n'irai pas jusqu'à le revoir 2-3 fois. parce que j'allais dire, moi j'ai refait 2 fois le jeu. Oui, The Witcher 3, mais Là, par contre, on parlait de Sandman, en fait. La Voilà, série c'est ça. Netflix, c'est juste de Sandman, la série donc, Netflix. on parle c'est ce que que de j'avais dit au Sandman. début. Moi, Donc, toujours je- est-il que The Sandman, je sais que ça fera partie de ces séries que je vais revoir. Parce que c'est riche. Parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de petits trucs dans les coins et les recoins. Il met la série. Et Ah ensuite- oui, mais ça, il part aussi, sieste. notamment. Bah, du coup, le même épisode, je le vois 8 fois. Il vous souffle dessus. Voilà, donc The Sandman sur Netflix, que je ne saurais que recommander, parce que ça fait longtemps que Netflix n'avait pas fait d'adaptation de comics réussie. Parce qu'ils en ont fait. Et que en général, voilà. C'est... Eh bien, on va se quitter peut-être. On va se dire au Ouais, revoir. parce qu'il est à tard. bientôt. Hein. Moi, je dis Pom, que... pom, 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 pom. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, les petits. Je sens qu'il y Le en a qui vont marchand se de coucher. sable va pas Bonne se nuit, Bonne nuit, nounours. nounours. Bien, merci de nous avoir écoutés. Bonne nuit, Pimprenel. Bonne nuit, Nicolas. C'était Voilà. pas comment elle s'appelait, la copine de Cornichon? De cornichons. Ah ouais, il y a eu une période où c'était pas Pimprenel et Nicolas, c'était Hein Machin et Cornichon. Putain, mais on n'était pas nés, nous. Oui, Non, bah mais alors ça, là, c'était le remake. Là, c'était la version Pornhub. C'était le Non, remake de. c'était après. Non, je sais pas. Là, je sais pas. C'était en noir et blanc aussi. D'ailleurs, c'était Cornichon, je sais plus. Mais... Bon, on va rentrer, papy. Ouais, Allez. on va rentrer dormir. On n'a pas trouvé de titre pour cette émission, alors qu'on a trouvé des vachement bien pour les 2 précédentes. Ah si, il est où, Cornichon? Non, oui, c'est mais je sais pas, mais non, improvisé, c'est minable. mais non, ça c'est Pornhub. Ouais, mais après, niveau référencement, ça va être compliqué. On va être banni. Ah bah, Bref, on remonte très merci bien. de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Fais le donut, À on dans peut. un mois si vous nous écoutez en live, à dans une semaine ou 15 jours si vous nous écoutez en différé, pour un nouveau live. Et merci à tous nos tipeurs. Ouais, c'est le meilleur du monde. Il faut que je monte le son là. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, le C'est tapis, ça, le ciao, tapis ouais. qui est très fort. Au revoir, le tapis très fort. Alors, histoire de cornichon.